Bonjour à tous. Je suis évidemment ravie d'animer cette nouvelle table ronde ici à la Cité des Débats consacrée à une thématique évidemment actuelle, passionnante, mais aussi parfois effrayante, qui est celle des réseaux sociaux et de la métaverse. Aujourd'hui, nous avons 3 intervenants de très haute qualité qui nous ont rejoints et qui vont échanger, converser, débattre sur ces questions. Tout d'abord, Nathan Dever. Vous êtes philosophe et romancier. Votre dernier roman paru s'intitule « Les liens artificiels ». Il a été publié chez Albin Michel. Il est, précisons-le, sélectionné pour le prix Goncourt, le prix Interallié, le prix Renaudot. Vous avez 24 ans, on vous promet un grand avenir. Et dans ce roman, vous racontez, selon vos propres mots, la spirale de ceux qui tournent en rond entre le virtuel et la réalité, et le cercle vicieux d'une génération qui se connecte à tout, excepté à la vie. Pierre Larouille, bonjour. Vous êtes économiste, psychosociologue, essayiste. Votre prochain livre paraît en janvier. Il s'intitule « Le cabinet noir, les fossoyeurs de la démocratie » et il sera publié chez Entremise. Michel Ride, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Caviar Tech et vous vous intéressez à l'aspect concret de toutes les questions qui vont nous intéresser aujourd'hui. Vous accompagnez les entreprises sur ces questions, vous faites du conseil, vous faites de la création d'applications de réalité augmentée et on va commencer aujourd'hui par vous parce que dans votre métier, vous voyez un véritable engouement autour de ces questions, tant du point de vue des jeunes que des entreprises. On a discuté un petit peu tout à l'heure, vous nous avez parlé d'une révolution profonde du monde de demain. Vous nous avez donné par exemple l'exemple, lorsque vous avez été aux États-Unis, des ingénieurs des GAFAM qui ont quitté leur entreprise pour aller eux-mêmes vers le Web.3. Et donc vous regardez toutes ces questions de façon extrêmement pragmatique. Et donc, peut-être, ma première question, ce sera de vous demander de commencer à nous décrire cet engouement autour de ces questions. Oui, bonjour. Donc, en fait, cet engouement, nous, on le vit au quotidien depuis bientôt 1 an. On va dire qu'avant, on travaillait sur les technologies immersives, c'est-à-dire la capacité, que ce soit en réalité augmentée, à prendre un contenu digital, à le regarder vers soi, et les technologies de réalité virtuelle où je me coupe de mon monde. C'est-à-dire que je vais dans un autre monde, comme si je rentrais moi-même dans un jeu vidéo. Donc nous, on s'est vraiment occupé de la partie réalité augmentée, parce que on est avant tout un animal social, donc en gros, la technologie est à mon service, elle est dans mon environnement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis un peu plus d'1 an, vous avez dû entendre parler de NFT, c'est Non-Fungible Tokens, ce sont des actifs numériques. Vous avez entendu parler d'explosion du marché de la crypto, vous avez entendu parler de blockchain et vous avez entendu parler de Web3, c'est-à-dire qu'un nouveau web qui est un web décentralisé. Et en fait, pourquoi il y a un engouement qui est très important? Parce qu'à l'origine du web, le web était peer-to-peer, c'était aussi on avait envie d'en faire un outil d'échange. Sauf que ça s'est pas passé, le plan s'est pas passé exactement comme prévu. Donc le Web 1, c'était un simple annuaire. C'est-à-dire que vous vous rappelez de l'époque du Minitel, en gros, vous consultiez des données. Okay. Le Web 2, donc on va dire 10 ans après, ça a été le web qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le web des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on fait une interaction entre nous, sauf que ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que des grandes sociétés comme les GAFAM iraient capter toute la valeur. Ça, c'est les lois du marché. Et que ce serait nous qui deviendrions le produit. Donc aujourd'hui, vous ne payez pas, vous consultez plein de sites internet, en fait vous dites c'est chouette, c'est gratuit, mais enfin c'est quand même vous le produit, donc on récupère vos données et vos données sont vendues. Ça c'est la réalité du marché. Et le Web 3 finalement, pourquoi il y a un engouement qui est incroyable, c'est que c'est le nouveau web décentralisé où finalement on va pouvoir se réapproprier nos propres données. Et donc c'est ce qui plaît énormément aux jeunes. C'est pour ça que les grands ingénieurs des GAFAM de la Silicon Valley commencent à partir, récupérer leurs actifs chez Google, Amazon, Facebook, pour aller vers le Web 3, parce qu'on sait finalement qu'aujourd'hui, et notamment grâce à la blockchain et aux contrats intelligents, on va pouvoir mettre en place,
on va pouvoir décider finalement de ce que sera le web de demain. Et c'est avant tout ça qui plaît aux gens. Je ne sais pas si c'est... Déjà, voilà. Oui, non, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, vous voyez cet engouement. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples qui montrent peut-être que c'est l'avenir et c'est le monde de demain tel que vous nous l'avez décrit un petit peu plus tôt? Je vais vous donner un exemple aujourd'hui par rapport à la blockchain, à la notion d'anonymisation, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la blockchain, mais d'anonymisation, de sécurité et de transparence en fait, des données. Aujourd'hui, lorsque vous vous connectez sur un site internet, vous mettez votre email et vous mettez un login, un mot de passe, et vous rentrez sur le site. Et puis on vous demande un certain nombre d'informations. Demain, il faut imaginer que vous allez avoir un portefeuille numérique. Et ce portefeuille numérique aura une identité, ce sera un code finalement, mais c'est vous qui allez décider des données que vous allez autoriser à ce que les commerçants ou les gens regardent. En fait, c'est vous qui allez être propriétaire de ces fameuses données. Pourquoi c'est intéressant dans les usages? C'est que, en fait, ces actifs numériques, aujourd'hui, on parle de jumeaux numériques. Je vais donner un exemple très simple. Vous achetez une télévision, vous avez une garantie. En fait, cette garantie, finalement, vous recevez un contrat de garantie par mail et il y a vaguement un numéro de série en bas. Enfin, il y a le numéro de série qui vous dit, OK, c'est cette télé qui est garantie, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans. Demain, en fait, vous n'aurez plus tout ça. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un produit physique, il aura un jumeau numérique. Et en fait, quand vous allez l'acheter, ben vous aurez simplement, dans votre téléphone, en fait, vous aurez une partie de votre vie qui sera parfaitement bien rangée, mais surtout sur lequel vous aurez un ascendant. C'est-à-dire que si demain, vous décidez de vendre votre frigo, ben quand vous allez vendre le frigo, vous allez transférer finalement le contrat à la personne à qui vous l'avez vendu. Donc ben, ce sera aussi transparent et c'est vous qui déciderez de justement des informations que vous ferez passer à l'intérieur. Mais en tout cas, la personne, quand elle l'aura, elle pourra dire, elle ne sera pas obligée de dire « c'est moi qui ai acheté ce frigo », mais par contre, elle aura le droit de faire fonctionner la garantie. Vous voyez, ça c'est un petit exemple que je vous donne. Et dans ces actifs numériques, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir rentrer dedans, comme les diplômes par exemple. Vous allez pouvoir avoir des diplômes certifiés en actifs numériques, des garanties de véhicules, des certificats d'authenticité. Donc ça c'est les nouveaux enjeux de la blockchain demain. Et donc d'un point de vue très concret pour vous, ça va faciliter la vie des gens. Est-ce que ça va permettre d'avoir par exemple un monde meilleur ? Alors, ça va, en tout cas, ça nous donne la possibilité, dès à présent, de choisir ce qu'on veut faire du monde de demain. Donc c'est un choix. C'est un choix. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'en fait, les enjeux, ils sont majeurs. On a du mal à les percevoir aujourd'hui. Nous, on baigne dans cet environnement en permanence, toute la journée. Toute la journée, on parle de contrats intelligents, on regarde des nouvelles sociétés qui se montent, des nouveaux projets. En fait, on voit, par exemple, des projets qui étaient latents, qui devaient voir le jour depuis des années, mais qui n'étaient pas réalisables parce qu'il n'y avait pas cette petite brique technologique, qui vont être aujourd'hui réalisables. Là où c'est intéressant pour chacun d'entre nous, c'est que c'est à nous de nous réapproprier le futur. Et pour se réapproprier le futur, il faut être maître de nos décisions. Et maître de nos décisions, ça passe par une notion de souveraineté. Je vais vous donner un exemple très très simple. On n'a pas été là quand on n'a pas été souverain. Aujourd'hui, on n'est pas souverain. Quand vous êtes sur Internet, on n'est pas du tout souverain. Vous passez par Google et tout passe par Google. C'est-à-dire que toute la valeur, comme j'ai dit en introduction, passe par là. C'est-à-dire que vous êtes une société, vous voulez faire de la publicité pour faire monter votre société en première page, vous êtes obligé de payer Google. Vous êtes obligé de payer pour chaque clic, pour faire venir chaque client. Demain, imaginez que dans ce fameux monde de demain, en fait, l'interface ne soit plus un écran, votre écran d'ordinateur, mais c'est simplement le monde qui vous entoure à travers des lunettes. C'est-à-dire que là, en fait, les informations vont être en contexte autour de nous. Il va y avoir des enjeux majeurs. Si on réfléchit pas à ça aujourd'hui, qu'est-ce qui risque de se passer demain? Ça va être peut-être une grande société américaine qui va vendre un espace de publicité réel devant chez vous. C'est-à-dire que notre propre espace, c'est comme si vous preniez le web et que vous le mettiez tout autour de nous. Notre propre espace risque de ne pas nous appartenir. Et je ne dis pas ça en plaisantant, peut-être que dans 15 ans, voilà. Et donc, en fait, les enjeux, ils sont là. C'est la réappropriation de cette technologie et la capacité à mesurer ces enjeux. Je vais vous donner un exemple très, très simple. L'année dernière, la France a investi 6 milliards dans toutes ces startups. Apple a investi 200 milliards dans la réalité augmentée. Alors, vous allez me dire, OK, c'est Apple. Non, c'est un autre monde. Apple, aujourd'hui, c'est la plus grosse société privée au monde. Le siège d'Apple est plus grand que le Pentagone.
la capitalisation d'Apple, elle est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont cette capacité à venir influer sur nos vies de demain. Donc nous, on est tout simplement en conscience, on doit comprendre comment ça fonctionne, on doit comprendre les règles du jeu si on veut pouvoir agir dans ce jeu. C'est toute la question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'asservissement ? Alors, il y a toujours une forme d'asservissement. Une des particularités, on l'a vu à la conférence ce matin, c'est que finalement, on doit pouvoir garder le contrôle. Je vais vous donner un exemple très simple. Le temps. Le temps, c'est notre bien le plus précieux. Donc aujourd'hui, tous les algorithmes sont organisés de manière à ce que vous passiez un maximum de temps sur un téléphone. Tout ce que vous regardez, que ce soit un scroll pour un jeune qui va passer des heures sur TikTok parce que son temps d'attention il est de 8 secondes, donc le but c'est capter son attention très rapidement pour le garder et puis il continue. Ce fameux temps, finalement, c'est notre bien le plus précieux. Aujourd'hui, ce temps, on a la capacité à le gérer. On a la capacité à se déconnecter. D'ailleurs, il y a des sociétés aujourd'hui qui proposent, vous avez des applications qui vous proposent de vous déconnecter. D'ailleurs, Apple en premier propose aujourd'hui de mesurer son temps passé sur le téléphone, etc. Donc pour moi, le plus gros enjeu, c'est comment je vais me servir du numérique au profit du monde réel. Je vous parlerai de certains projets sur lesquels on travaille. Et en se disant que oui, c'est un outil, mais nous avons le contrôle et c'est à nous de décider comment on va faire fonctionner cet outil. Merci beaucoup, Monsieur Ruiz. Je vous en prie. Monsieur Larouille, alors vous nous l'avez dit, vous n'êtes pas technophobe, vous n'êtes pas contre la modernité, vous travaillez aussi sur ces questions. En revanche, vous vous intéressez aussi à l'éthique que tout cela pose, aux questions philosophiques. Pour vous, ça révèle aussi quelque chose de notre peur du vide, de notre instinct de fuite, et c'est un objet d'étude qui peut être intéressant pour la psychanalyse. Alors, peut-être nous allons rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Ruiz. Est-ce que tout cela ne peut pas être perçu comme une opportunité de l'avenir? Oh, bien sûr, c'est une opportunité. D'ailleurs, je crois que ça fait quelques siècles qu'on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a un progrès technique, un progrès technologique, en règle générale, quand même, s'il est accepté par une société, c'est que ça apporte quelque chose, du moins apparemment. Mais je voudrais repartir à la base. Je suis un grand naïf. L'histoire de l'homme, chaque fois que je la regarde, comme ça, un petit livre pour les enfants, on s'aperçoit que chaque fois, l'homme s'invente un système de représentation et qui, en général, est paré de vertus évidentes. Par exemple, l'homme a inventé la répartition des tâches, a organisé le travail. Et puis, je saute les étapes, on a fait des progrès techniques, des détours de production. On a inventé la monnaie pour favoriser l'échange. Récemment, on est même allé, grâce à nos amis situationnistes qui l'ont très bien décrit, jusqu'à inventer la société du spectacle pour que nous soyons très très contents. Bref, l'homme en permanence s'invente un système de représentation. Et en règle générale, ce système de représentation, il a deux fondements. Un, c'est pratique, ça sert, et vous en donnez un très bon exemple parce que là, on va y revenir. Le deuxième, c'est que l'homme, il a la trouille sur le sens de sa vie. Vous savez, ce petit problème métaphysique. Et en fait, ce qui le rassure dans ces systèmes de représentation, c'est que dans la représentation, il calcule. Il se calcule. Les économistes ont adoré. J'ai même fait le test dessus, je peux en parler. Par exemple, on a toujours voulu quantifier la valeur et on a toujours dit, avec la monnaie, quand on quantifie la valeur, quand on quantifie ce qu'on préfère, ça veut dire qu'on préfère. Et tout ça est en règle générale pour un temps juste. Il y a un seul problème à ça, et il est historique. C'est que chaque fois, cette histoire de l'homme et de sa représentation, de sa création de la représentation, il y a toujours des plus, il y a toujours des moins. On a divisé le travail, et aujourd'hui,
il y a des désurbains qui, post-Covid, disent non, non, il faut retrouver le sens, il faut réorganiser le travail. C'est quoi ce bordel? Ah, pourtant, on avait divisé le travail, c'était optimal. Non, on n'arrive jamais. On fait des choses bien, mais la machine, parfois, se retourne contre nous. Tiens, j'ai quelques petits exemples. Je me souviens, parce que j'ai un certain âge, 10 mai 1981, François Mitterrand vient à peine d'être élu. Sur le quartier Saint-Paul, à Paris, je croise une manifestation et je vois deux personnages emblématiques, Max Guazzini, le patron d'Énergie, et Dalida. C'est tous, Dalida. Ils réclament quoi? La radio libre, Énergie. 10 ans plus tard, c'est la plus grande radio commerciale. Promesse, retour. Je me souviens que certains ont cru que 68, ça avait démarré en 68. Mais les situationnistes, ils étaient très visionnaires, vous savez. En 1960, à Strasbourg, le premier acte situationniste a été l'attaque d'un cours d'un prof de cybernétique. Parce qu'ils avaient compris que là se situait une bifurcation extrêmement importante du monde contemporain. Bref, aujourd'hui, nous sommes sidérés, et je suis sidéré, par métavers, par toutes ces avancées technologiques. Seulement, ils n'échappent pas à la question historique de la représentation et de ce que nous sommes, du sens de notre vie. Les joueurs de casino, ils savent ce qu'ils vont chercher au casino. Lacan l'a très bien dit, le problème de tout ça, c'est que ce que nous souhaitons fondamentalement, c'est l'enfer. Et c'est ça qui est inquiétant dans le métavers. Parce que pour une fois, on n'affronte pas la division du travail, on n'affronte pas un avion ou un train, on affronte notre nous-mêmes. Comme si nous avions définitivement acquis l'idée qu'il fallait, comme dirait Lewis, nous débarrasser de nous-mêmes pour aller sur l'élan d'une pureté, qu'elle soit technologique ou en tout cas qui nous permette, grâce à la technologie, d'accéder à ce monde meilleur. Et j'aime bien votre phrase, parce qu'effectivement, elle pose problème, qui est celle du contrôle. Hein. Comme disait Lénine, la confiance, c'est bien, mais le contrôle, c'est meilleur. Oui, mais le contrôle, peut-être. On peut mettre des verrous, on peut faire des lois. La question vraiment aujourd'hui, je me pose, mais nous avons un philosophe, alors peut-être qu'il pourra me répondre, c'est est-ce que nous sommes capables, est-ce que l'homme est capable d'échapper à cette sorte de destin, comment il gère à la fois cette peur de sa vie et ce désir de sa vie. Vous voyez, si j'avais une opposition à faire aujourd'hui, dans les choses modernes qui sortent, il y a Métavers, c'est génial, et je vois un petit feuilleton qui a fait son petit succès, qui s'appelle En thérapie. On a un monde du virtuel qui est proposé. J'ai un mot pour le virtuel, je dis que le virtuel, c'est le populisme. Parce que le populisme, ce n'est jamais qu'un signifiant vide qui permet d'accueillir le plus grand nombre parce que chacun y met ce qu'il veut. Métavers, c'est le populisme. En thérapie, eh bien, franchement, en thérapie, c'est un peu minable, mais ça fait du bien de se dire qu'on a le droit de s'occuper un peu de nous, de nos petites histoires intimes, minables, des histoires d'amour. On fait l'amour avec métavers? Non. On ne va pas le dire aujourd'hui. Pourtant, c'est déjà dans les labos. Hein. Vous savez, c'est vachement génial. Vous gagnez du temps. Vous avez le petit déjeuner, une pilule. Vous montez sur le vélo, parce qu'il faut faire du sport toujours. Hein. Et pendant que vous montez sur le vélo, vous prenez une deuxième pilule et vous jouissez. C'est réglé pour la journée. L'orgasme assuré. Alors, je m'amuse, hein, bien sûr. Je m'amuse. En fait, la question, c'est que vous voyez, toutes ces histoires-là, elles lient sans arrêt le progrès à une crainte de l'homme. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise du progrès. Et on est au risque de la déshumanisation. Alors, comme je ne suis pas technophobe, je ne dis pas qu'on va vers ça. Je reconnais toutes les avancées de ces systèmes. Je ne connais pas encore les moyens de contrôle, mais je pense que les philosophes, là, vont nous faire du bien, je l'espère,
il faut quand même un tout petit peu penser la vie, parce que de ce que je constate de la société contemporaine, moins que ce saut énorme vers le haut, on a besoin de se retrouver un tout petit peu. Merci beaucoup. Justement, on va interroger le philosophe dans la salle, Nathan Dever. Justement, vous allez peut-être réconcilier ces deux points de vue assez différents. Vous définissez les réseaux sociaux et la métavers comme un paradoxe. C'est à la fois la liberté et l'asservissement. Et vous comparez cette révolution technologique à l'apocalypse, mais pour vous, l'apocalypse, ce n'est pas que le pire. Est-ce que vous pouvez justement nous résumer votre roman qui traite de ces questions et puis nous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il décrit d'une certaine façon cet apocalypse? Oui, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup pour cet événement. Je suis très heureux d'être là. J'ai voulu en effet écrire un roman sur la place qu'occupent les écrans, qu'occupent les réseaux sociaux, qu'occupe plus généralement en fait, la virtualisation de nos existences dans notre époque. Et si vous voulez, je pense que sur ce sujet-là, la phrase qu'on entend le plus souvent, quand on parle des réseaux sociaux, quand on parle des écrans, et qu'on entend vraiment un peu partout, qu'on entend dans les médias, qu'on entend dans les discussions entre amis, dans les dîners de famille, c'est mais si vous voulez, quand on parle des écrans, les écrans, c'est juste un support technique. En soi, c'est un support neutre, et il y a des bons et des mauvais usages des écrans. Chacun dit ça. Moi, j'ai les écrans, on ne peut pas s'en passer, naturellement, je ne vais pas me mettre à habiter dans une cabane ou dans une grotte, donc je vis dans le réel, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur, etc. Mais j'essaye d'utiliser ça de la meilleure manière possible. Donc, par exemple, on va utiliser les écrans pour, je ne sais pas, aller sur Wikipédia plutôt que des contenus aliénants, et on va comme ça faire la part des choses entre les bons et les mauvais usages. Et j'ai l'impression que dans le débat qui peut exister sur les nouvelles technologies, il y a cette idée de fond qui est un petit peu la musique ambiante à partir de laquelle on essaye de penser cette question. Et je pense que quand on dit ça, alors certes c'est vrai du point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire chacun d'entre nous, on a la possibilité d'avoir une responsabilité, de choisir comment on veut utiliser ces supports. Mais en fait, quand on dit ça, à mon avis, on passe totalement à côté du vrai sujet, du sujet qui est pourquoi cette révolution technologique? Quel est le but de cette révolution technologique, de l'apparition, comme vous le retraciez très précisément, des 3 web, donc des débuts de l'informatique, ensuite des réseaux sociaux, enfin en tout cas d'un Internet plus développé, et demain de cette perspective à la fois effrayante et vertigineuse qui sera celle du métavers. Et c'est ça ce que j'ai essayé de faire dans mon roman, à travers l'histoire d'un personnage de ma génération, qui a 28 ans, qui habite dans la France de 2022, la France d'aujourd'hui, et qui est prof de piano, qui rêverait d'être musicien, etc., et qui souffre d'une maladie, en quelque sorte, qui est, à mon avis, le mal du siècle, une maladie qu'on a tous, que personne ne peut ne pas vraiment avoir, qui est l'addiction aux écrans. Et donc, à chaque fois qu'il essaye de composer des chansons, évidemment, il se met sur son ordinateur au début pour écouter de la musique et pour essayer de travailler, etc. Et évidemment, l'ordinateur l'envoie toujours ailleurs. Et progressivement, l'histoire de mon roman, c'est l'histoire de quelqu'un qui va renoncer progressivement au contact avec le réel, même pas par sa volonté en fait, c'est parce qu'il ne désire plus ça, le réel s'effrite, et en fait il découvre, j'ai beaucoup aimé votre formule, quand vous parliez du métavers, vous disiez c'est comme si on avait le web autour de nous. Et ben c'est exactement ça ce que j'ai essayé de décrire dans mon roman, et donc à partir de là, mon personnage s'inscrira dans le premier métavers grandeur nature, et mon roman c'est une sorte de vie parallèle ou de biographie croisée entre sa vie qui est de plus en plus médiocre, ennuyeuse, lassante, notamment sur le plan du désir sexuel et professionnel, etc. Et puis la vie de son avatar qui sera à l'inverse. Et donc, si vous voulez, ce que j'ai essayé de faire dans mon roman, c'est de montrer, si je devais le résumer en une phrase, et à mon avis, c'est là toute la question des réseaux sociaux et du métavers, j'ai essayé de raconter l'histoire d'un homme qui se libère tout en s'asservissant. C'est-à-dire d'un homme qui s'aliène tout en s'émancipant. Un homme dont on ne peut pas dire s'il se libère ou s'il s'asservit. Et à mon avis, c'est exactement ça, l'état actuel de cette révolution technologique. Je m'explique. Si on veut penser les réseaux sociaux, si on veut encore une fois ne pas se contenter d'analyser ça du côté des utilisateurs que nous sommes, mais du côté des créateurs, des gens qui ont été d'abord les théoriciens de la naissance de l'informatique, puis de la naissance des réseaux sociaux, puis aujourd'hui du métavers, et puis les gens ensuite, les grands patrons de la Silicon Valley, enfin tous ces gens-là qui sont actifs, disons, dans cette révolution. Leur projet, me semble-t-il, leur projet fondamental,
c'est pas tellement un projet, évidemment c'est un projet de pouvoir économique, même pouvoir tout court. Aujourd'hui les GAFAM, Facebook, Instagram, Twitter sont peut-être plus puissants que certains États, quand on sait que Mark Zuckerberg a eu plusieurs fois la possibilité de devenir, en tout cas d'essayer de devenir président des États-Unis et que ça ne l'intéressait pas parce qu'il avait beaucoup plus de pouvoir depuis sa place. Ces gens-là, me semble-t-il, si on essaye d'étudier ce qu'ils veulent dans leur sincérité, ils essayent de libérer universellement l'humanité. En tout cas, ils se vivent comme ça, comme des grands libérateurs. Libérateurs, c'est-à-dire, ce sont des gens, premièrement, qui essayent de libérer le rapport à la parole. Les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Jusqu'alors, avant l'invention des réseaux sociaux, avant Twitter par exemple, il y avait vraiment dans toutes les sociétés humaines une sorte de division un peu arbitraire entre ceux qui avaient le droit à une parole publique et ceux qui avaient le droit à une parole privée. Vous savez, Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières, qui est vraiment le texte majeur de la philosophie moderne, de l'esprit des Lumières, de la Aufklärung, etc., Kant faisait cette distinction. Il disait, dans une société, la plupart des gens, ils peuvent uniquement parler entre eux, avec leurs amis, avec leurs proches, etc. Ils ne peuvent pas parler à l'ensemble de la société. Et seuls certains, ceux qui peuvent écrire des livres, enseigner à l'université, c'était l'exemple qu'il prenait, pouvaient parler publiquement. Les réseaux sociaux, par exemple, c'est un lieu où tout le monde se met à pouvoir parler publiquement. Et ça, c'est une révolution qui est incontestablement une révolution d'émancipation. C'est indéniable. Autre émancipation, le rapport, par exemple, au savoir. Quand vous prenez un site comme Wikipédia, Wikipédia n'est pas une encyclopédie normale. Les encyclopédies, l'encyclopédie universelle, par exemple, elle s'appelait universelle parce que sur chaque sujet, on faisait intervenir un spécialiste qui pouvait s'exprimer dans cette encyclopédie, et puis l'accès était payant parce qu'il fallait l'acheter. Wikipédia, c'est exactement l'inverse. C'est une universalité où tout le monde peut participer à l'écriture de l'encyclopédie et où tout le monde peut y accéder d'un simple clic gratuitement. Donc vous avez aussi ce rapport à l'universalité en quelque sorte du savoir. On pourrait comme ça aller à l'infini. Par exemple, autre chose, avant les réseaux sociaux, il y avait aussi une forme de rapport arbitraire à l'archive. Tout le monde n'avait pas l'accès égal à la capacité d'archiver sa vie. Si vous prenez même aux origines, vous parliez de l'histoire à très long terme, à l'époque de Mosole, il fallait être extrêmement riche pour avoir le droit de laisser une trace de sa vie. Les réseaux sociaux comme Instagram, comme Facebook, où chacun peut prendre une photographie du plat qu'il a mangé, de son anniversaire, de ses proches, de ses fêtes, ce sont des lieux où chacun peut archiver sa vie. Donc vous voyez, il y a ce processus d'émancipation générale, de libération générale, et moi je les prends au sérieux, ces gens-là, et je pense qu'ils sont sincères. Le seul problème, et ce que j'essaye de décrire dans mon roman, et le paradoxe, la contradiction pour répondre à ce que vous disiez, c'est que quelle est la condition de cette libération ? Quelle est la condition que nous devons accepter de payer et de remplir pour rentrer dans cette immense agora qu'est le monde numérique, réseaux sociaux, puis métavers demain ? Cette condition, elle a un nom très simple, c'est la virtualisation. C'est-à-dire que sur Internet, je suis peut-être totalement libre, mais je suis libre non pas en tant que moi incarné dans un corps, mais je suis libre à travers un autre. Cet autre qui est précisément mon pseudo ou mon identité numérique qui n'est jamais réductible à la mienne et qui n'est jamais identique à la mienne. D'où tous ces phénomènes que j'essayais de décrire dans mon roman, de gens qui ont une vie en quelque sorte un peu schizophrène, entre un réel où ils s'interdisent de faire tout un tas de choses et puis Internet où ils déversent tout ce que le réel leur refuse. Et moi, si vous voulez, la seule question que j'aimerais poser, et qu'à mon avis on doit tous se poser, est-ce que le refus du réel peut être la caution à payer pour être libre ? Est-ce que la liberté peut se passer d'advenir ici, effectivement, dans la réalité ? Et vous voyez, moi je pense que vous parliez tout à l'heure d'enfer, je pense que c'est précisément là qu'il y a quelque chose qui relève en effet de l'apocalypse. Précisément, les réseaux sociaux, et je m'arrêterai là, ce sera ma conclusion en un sens, ont fait à mon avis une erreur si on croit que cette révolution numérique et si le métavers, ce sont des sujets futuristes ou des sujets de science-fiction ou des sujets qui appartiennent purement au présent. Je pense que c'est vraiment une erreur et qu'en fait, la création de ce métavers, c'est la réactivation des pulsions peut-être les plus anciennes et les plus primitives qui habitent l'humanité. Mon roman, je l'ai dédié à Serge Gainsbourg et à Heidegger à la fois. Et Heidegger, pourquoi ? Serge Gainsbourg, parce que je trouve qu'il nous manque pour sa liberté, précisément. Et Heidegger, parce que c'est le premier qui a vraiment pensé, notamment dans le cours sur le principe de raison, que les révolutions technologiques, elles découlaient toujours d'une révolution philosophique, spirituelle ou métaphysique, même parfois des siècles après. Et justement, je pense que le métavers, c'est la réalisation de ce vieux rêve qui existe dès les origines de la philosophie et dès les origines de la religion, qui est tout simplement le rêve de paradis. Quand on lit l'Apocalypse de Jean dans la Bible, Jean décrit à la fin de l'Apocalypse, il dit, à la fin des temps, Dieu créera une Jérusalem céleste
qui sera la réplique de la ville réelle de Jérusalem, avec des murs, avec des remparts, avec des maisons, etc., mais qui sera intégralement dématérialisée. Nous ne pourrons plus y marcher, nous ne pourrons plus y habiter, nous ne la toucherons plus. Elle sera en quelque sorte un avatar de Jérusalem. Ce rêve de paradis, dont Lévinas disait qu'il était la définition de la métaphysique, le sentiment que la vraie vie est ailleurs, ce rêve de paradis, me semble-t-il, c'est lui qui est à l'origine profonde, métaphysique, de cette création technologique qui advient aujourd'hui et qui adviendra encore plus demain, qui est le métavers. Et donc la seule question que j'aimerais poser, c'est est-ce que le paradis peut se trouver à l'extérieur de la réalité? Et pour ma part, j'en doute fortement. Je vois qu'on se rejoint en permanence et il y a toujours un espèce de dénominateur commun. Et je reprendrai ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un autre nous-mêmes. Et je pense que ça, c'est très très intéressant. Je vais vous donner un petit exemple. En novembre dernier, je suis à San Francisco et on va à un grand salon à RVR où il y a toutes les sommités, etc. Alors là, justement, il y a Facebook, Google, Apple, il y a tout le monde. Et je rencontre le CEO, le PDG du Burning Man. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le Burning Man. C'est un festival aux États-Unis où c'est le paroxysme de la liberté, le Burning Man, pour le coup. Et bien, pendant le Covid, ils ont fait un Burning Man virtuel. Donc, moi, je me suis mis à discuter avec eux. Nous, on n'est pas très, comme je vous l'ai dit au début, on n'aime pas les expériences qui nous coupent de la réalité. C'est pour ça que je fais de la réalité augmentée et pas de la réalité virtuelle. C'est très important à noter. Mais j'étais avec des gens qui faisaient que de la réalité virtuelle. Donc, je leur dis, OK, donc vous rentrez, vous avez donc créé un avatar. OK, pas de problème. En fait, qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux? C'est qu'ils se sont tous construits une autre personnalité. C'est-à-dire que tous les gens avec qui je parlais, ils n'avaient aucun avatar qui leur ressemblait. Et c'était ça l'autre nous-mêmes. Et en fait, finalement, nous, quand on réfléchit bien aujourd'hui, ça, on vous en parle partout dans les médias, les livres les plus vendus depuis 20 ans, c'est sur le développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde va acheter un livre de développement personnel. Comment je vais faire pour me sentir mieux dans ma vie? Et je pense que ça n'a pas échappé aux géants de la tech qui se sont dit, ben là, il y a forcément quelque chose à faire, parce que si tout le monde veut se retrouver, on va leur donner cette possibilité, finalement, de se réinventer. Donc ça, c'est quand même assez marquant aujourd'hui par rapport à la société qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de construire. Il y a autre chose aussi qui me paraît important de comprendre, c'est qu'on est dans du marketing. Il y a une formule américaine qui fonctionne très bien, ça s'appelle « fake it until you make it ». C'est-à-dire on fait croire aux gens que ça existe parce qu'en fait, on les fait rentrer dedans avant de le fabriquer. Et je vous rassure, le métavers, pour l'instant, c'est fake it. Il n'existe pas. L'objectif, c'est de convaincre un maximum de monde que ce sera la réalité de demain. Et c'est là où il y a des enjeux. Et ces enjeux aujourd'hui, ils sont bien évidemment philosophiques, mais aussi technologiques. Parce que c'est la manière d'aborder le métaverse de demain, et ce sont les choix technologiques qui vont nous permettre justement de décider de quel côté on va se placer. Si je reviens aux réseaux sociaux, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est que dans le Web3, par exemple, une des caractéristiques, c'est que les créateurs de contenu, on va tous devenir des vrais créateurs de contenu et on peut être rémunéré pour ça. Aujourd'hui, ce qui est terrible pour moi, si vous voulez, c'est que, mais comme beaucoup, c'est qu'on annonce des salaires d'influenceurs qui sont passés 3 fois à la télé, si vous voulez, qui ne produisent aucun contenu intellectuel, okay, mais qui vendent finalement de la régie média. En fait, ce sont des régies médias ambulantes, sur pattes, donc ils vendent de la pub, ils vendent des produits, okay, et gagnent énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont embarqué avec eux une communauté que les jeunes ont dit, tiens, ben voilà, je vais m'abonner à son fil. Donc ça, si vous voulez, ça c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. Ce qui va se passer, si vous voulez, dans la partie Web3, ce qui m'intéresserait moi, c'est de se dire que, ok, demain, je vais être quelque part, je vais être anonymisé. Je vais créer un contenu. Si les gens trouvent ce contenu bien, je peux être rémunéré pour ça. Je peux commencer à vraiment créer une nouvelle valeur. Donc sachez que technologiquement, il y a des grosses réflexions là-dessus pour justement éviter toute cette notion d'intermédiation. Aujourd'hui, moi j'ai fait du marketing pendant des années. Même les meilleurs youtubeurs
quand ils disent, voilà, je suis rémunéré pour avoir fait 1 million de vues, je peux vous assurer que c'est YouTube qui décide de combien ils ont fait de vues. Ça se trouve, ils en ont fait 1 500 000. C'est ce que je veux dire. Mais on leur dit, c'est fantastique, vous avez fait 1 million. Ils ont peut-être fait beaucoup plus que ça. Donc voilà, les enjeux, pour moi, ils sont là. Et sur la partie des réseaux sociaux, quand je reviens à l'esprit créateur de contenu, la difficulté, finalement, c'est la porosité entre les réseaux. Et c'est que souvent, les gens parlent des réseaux sociaux et ils les mettent tous dans le même sac. Mais en les mettant tous les réseaux sociaux dans le même sac, en fait, ils créent eux-mêmes une porosité entre les réseaux. Je vous donne un exemple. C'est de l'éducation. C'est pour ça que ce matin, on parlait d'éducation à la technologie. C'est hyper important. Moi, j'ai LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Ok, vous allez me dire, ok, voilà, j'ai tout ça. Sauf que je ne fais pas du tout la même chose sur les 4. LinkedIn, c'est professionnel. Il y a des gens que je connais, que j'ai rencontrés dans la vraie vie, et il y a plein de gens que je ne connais pas, mais par contre, c'est pour le business, il faut que je sois avec eux. Ok ? Facebook, il n'y a pas une personne sur mon Facebook que je n'ai pas rencontrée dans la vraie vie. C'est la famille, c'est ouais, je partage ouais, des choses comme ça. Instagram, je m'en fous complètement, je fais des photos de paysages, je les mets, les gens ils like pas, terminé. Twitter, c'est communiqué de presse. L'erreur principale, c'est que si vous conduisez de la même façon sur tous les réseaux, vous créez la porosité qui est attendue par les GAFAM. C'est-à-dire que c'est vos fameuses données, celles qui sont le plus précieuses, elles vont transiter d'un silo à un autre. En fait, toute notre économie digitale, numérique, elle est construite en forme de silo. Et donc l'éducation, elle est là. Et en fait, cette liberté, elle a un prix. Elle a le prix du travail. Ce qui est très compliqué. Alors quand je dis le prix du travail, ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on a une courbe d'apprentissage pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que les grands groupes, les grands médias veulent nous faire croire que, vous savez quoi, c'est facile, vous avez 2 boutons, vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand vous prenez une notice d'emploi pour fabriquer un moteur, vous êtes obligé de lire la notice d'emploi. Eh ben, normalement, si vous allez quelque part, parce que vous allez utiliser un outil très puissant, eh ben, vous avez 95% des gens qui vont utiliser l'outil qui ne liront jamais la notice d'emploi. Et ça, c'est vraiment très grave, parce que finalement, aujourd'hui, si on veut se construire cet avenir, on va être obligé de passer par une phase de travail, d'apprentissage qui va être longue, qui va être difficile. Et aujourd'hui, ben, forcément, ben, c'est un peu ça aussi le prix de la liberté. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Est-ce que le problème, c'est aussi la porosité entre les différents réseaux sociaux? Est-ce que le problème est celle que l'a bien énoncé aussi Nathan Devers, c'est-à-dire un risque de vouloir renoncer au réel pour la virtualisation? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il y a tellement de choses, je vais essayer d'en prendre 2 ou 3. Dans une expérience passée, j'ai travaillé avec le ministère de la Santé et la Mutualité française sur les héroïnomanes et sur le plan méthadone. C'est très instructif. Parce que globalement, quand les gens sont dans un état d'addiction extrêmement fort et qu'ils vivent des choses qu'ils jugent extraordinaires, qui les fait sortir de leur réalité, paradoxalement, ils demandent 2 choses. Ou bien repique-moi, ou bien sors-moi de là. Sauf que quand vous leur proposiez de sortir de là, en général, leur phrase, ça m'avait beaucoup marqué. Notamment, on est allé dans le Bronx. En fait, ils vous répondent, mais tu me proposes quoi de mieux? Ben, c'est vachement difficile de répondre. Je peux vous donner un 2e exemple. Vous vous souvenez? 2 tours, 2 avions, 1 photo. L'axe du mal. À l'époque, j'avais proposé dans un article que j'avais fait de convoquer tous les publicitaires du monde pour qu'ils proposent la photo de l'axe du bien. J'attends encore, très difficile, réfléchissez. Si vous trouvez, n'hésitez pas à appeler nous parce que vraiment, j'aimerais voir la photo de l'axe du bien. Dès qu'on est en train de toucher à ces choses très touchy, la pédagogie, ça ne va pas suffire. Je vous le redis, ce que nous voulons, c'est l'enfer. Et en général, les correcteurs sont collectifs. Sauf que, je vous invite, on ne va pas créer un divan de week-end à Saint-Raphaël, mais mes amis psychanalystes me racontent que depuis quelques années, depuis justement le développement du numérique, ce qu'ils constatent, c'est que les gens qui viennent sur les divans leur parlent bizarrement de leur névrose.
C'est-à-dire qu'avant, je vais la faire caricaturale comme feraient certains, avant on disait c'est les sans-famille, salaud, c'est pour ça que je ne suis pas bien. Maintenant, c'est très compliqué parce que on a droit à tout et vous avez le droit à tout, et notamment sur les réseaux. Alors, quand on n'est pas bien, quand on ne réussit pas, la seule personne qu'on met en cause, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on retourne la névrose contre nous-mêmes. C'est pas facile de sortir de ça. Alors je sais bien, vous nous dites, mais tout ça c'est du fake, ça n'existe pas. Mais si, bien sûr que ça existe. Moi, il se trouve que dans une autre vie, et je continue, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'étudie un tout petit peu les tendances d'opinion et ce qui se passe un tout petit peu en dessous des expressions. Mais quand vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, justement, vous voyez des communautés sémantiques, lexicales, qui forment des véritables communautés. Et ces communautés, très souvent, ne se connaissent pas, disparaissent. Et on ne sait même pas si elles sont contactées avec le réel. Et ça n'a aucune importance. Dans ce virtuel-là, pendant un temps donné, cette communauté existe. Alors parfois, cette communauté qu'on avait repérée depuis très longtemps, je suis sûr que Stéphane Rosès, qui va parler tout à l'heure, pourrait vous le dire, un jour, cette communauté qui ne savait pas qu'il formait une communauté, met un gilet jaune et dit ça suffit. Mais c'est une fois. Ils incarnent une fois. Mais ça existe depuis longtemps. Ils parlaient comme ça, ensemble, depuis très longtemps. Donc cette communauté virtuelle, elle existe, elle agit, elle influence. Encore une idée. Ce qui se pose dans ce problème de la nouvelle névrose, Alain Ehrenberg parle de la fatigue d'être soi. C'est que, au bout d'un moment, la grande difficulté, je ne sais pas si vous avez les mêmes fréquentations que moi chez les médecins de l'âme, mais ils disent tous qu'on a du mal à s'aimer. On n'a pas de désaffection, on a, de la désaffection pour soi. Mais c'est insupportable, ça. Alors, vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on désaffecte. Les autorités, notre passé, tout, on désaffecte l'autre. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait un bouc émissaire de tout ça. Donc, je ne veux pas être long. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, et franchement, je ne vais pas aller contre vous pour dire qu'il y a les avancées techniques et tout ça, qu'il faut prendre en compte sur la médecine, sur les nouveaux médicaments, il y a plein de choses. Mais pour ce qui touche vraiment de cette histoire de la vie et de ce que l'on va vivre, on ne peut se contenter ni de la pédagogie, ni du contrôle. Il y a vraiment, je crois, là, un débat idéologique qui doit renaître. C'est un peu ce que disait Nathan, je crois. C'est un débat philosophique sur la vie. Et je crois que dans cette période-ci, c'est latent, mais on a tendance à s'y perdre un petit peu. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ces points de vue très différents et complémentaires. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire circuler la parole à la salle pour recueillir les questions, les remarques, les objections. Il me semble que... Oui, Nathan, tu voulais ajouter quelque chose? J'avais juste une petite chose à dire. Je t'en prie, vas-y. C'était une expérience de pensée qu'on peut tous faire. Imaginons que Mark Zuckerberg soit allé beaucoup plus vite dans la création de son métavers et qu'il l'ait fait avant. Et que ça ait marché. Hein. Et imaginons qu'en 2020, quand il y a eu le premier confinement, qu'il y ait eu déjà ce métavers extrêmement perfectionné. Et imaginez ce qui se serait passé pendant le confinement. Et le monde d'après que ça aurait pu donner. Quand je dis ça, c'est parce que cette expérience de pensée, et c'est l'hypothèse que je voulais faire, est-ce qu'on ne serait pas arrivé dans l'étape ultime de la mondialisation? Il y a eu un modèle de la mondialisation, je caricature un peu, mais disons le modèle des années 80, qui était la mondialisation d'un monde ouvert, mondialisation des aéroports. On va ouvrir physiquement le monde, on va permettre aux gens de circuler un maximum, aux gens, aux marchandises, etc. Il faut que les gens circulent. Alors naturellement, tout le monde ne circulait pas autant, mais c'était le rêve, la grande utopie, c'était que tout le monde puisse circuler. Mondialisation des avions et des Club Med, si vous voulez. Et aujourd'hui, il me semble qu'on est arrivé, c'était là pour moi la leçon du confinement, dans la nouvelle étape, où en fait les liens mondialisés, ce ne sont plus des liens physiques, plus ceux, entre guillemets, des avions, ce sont des liens numériques. Donc ce sont des liens qui se passent du monde. Et en fait, le premier confinement, ce qui était fascinant, c'est que ce n'était pas du tout une expérience de solitude, c'était une expérience d'extrême mondialisation, parce qu'on était tous
hyper connectés. On était tous à la fois enfermés, solitaires, physiquement reclus, et virtuellement en communauté, en vivre ensemble, entre guillemets, en lien, en surchauffe avec tout le monde. Et donc, si vous voulez, cette question-là, à mon avis, elle est que ce à quoi nous sommes confrontés, c'est à une situation où les réseaux sociaux, où ces technologies, nous confrontent, premièrement, à une solitude impossible. Ça veut dire, même quand je m'enferme chez moi, le monde continue de s'inviter dans ma conscience, dans ma solitude, à travers les écrans, et à une impossible société. C'est-à-dire que les liens entre les individus sont toujours médiatisés, sont toujours parfois artificialisés par la virtualisation de nos existences. Et à mon avis, cette dialectique de l'impossible solitude et de l'impossible société dessine l'horizon de ce vers quoi nous nous dirigeons et de ce vers quoi nous sommes déjà. J'ajouterais, je suis complètement d'accord, j'ajouterais juste quelque chose. C'est qu'en fait, ce que nous a montré aussi le Covid, et nous on a sorti des produits à cause du Covid, justement, c'est que dans le théâtre classique de Molière, vous avez l'unité de temps, l'unité d'action, l'unité de lieu. L'unité de temps et l'unité d'action, ça fait des années qu'on sait le faire en fait. Parce que quand on a inventé le téléphone, on se parlait au même moment. L'unité d'action, quand on a commencé à faire des visios, c'est comme si au moment du Covid, on avait découvert la visioconférence. La visioconférence, ça fait 15 ans qu'elle existe. C'est comme si au moment du Covid, on avait découvert le QR code. Non mais le QR code, il y a 10 ans, à Singapour, on vendait des sandwichs avec des QR codes dans la rue, quoi. Nous, on a juste découvert le QR code. Donc cette unité de lieu, finalement, on s'est rendu compte qu'on était capable de la simuler et de travailler dessus. Et donc, en fait, on est allé un peu plus loin que ce qu'on pouvait faire en se disant, tiens, on n'avait jamais vu sous cet angle, c'est-à-dire au moment où on peut vraiment plus se déplacer, au moment où on peut vraiment plus rien faire, okay, c'est quoi le fameux saut technologique? Et c'est en ça que finalement, le Covid a été un accélérateur fantastique sur la partie technologie, parce que c'est des problèmes, on les voyait, on se disait, ok, on gérera ça dans 10-15 ans. Nous, ça a été un accélérateur pour nous. Et une dernière chose par rapport aux réseaux sociaux qui me semble vraiment aussi très très important, parce qu'on a parlé, on a parlé tout à l'heure du soi et de l'estime de soi. Moi, j'ai fait de l'animation sur les réseaux sociaux pendant un moment, parce que je fais du marketing. Vous voyez, moi, je crée de la valeur pour vendre plus cher, c'est mon boulot. Donc, quand je faisais les réseaux sociaux, il y a 3 leviers dans les réseaux sociaux. Premier, c'est je fais rire. Deuxième, je fais pleurer. Et le troisième, c'est l'estime de soi. Donc, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à chaque fois, dans les 3, il y a une recherche personnelle. Soit je fais rire parce que j'ai envie d'être reconnu pour ça, soit je suis dans une logique agressive et je veux générer de l'engagement, etc., et je vais dans le négatif. Et pour tous les autres, c'est le fameux développement personnel. Je veux dire, l'estime de soi, c'est rien d'autre que Instagram qui va créer des filtres. En fait, les gens, vous les voyez à travers des filtres. C'est-à-dire que le filtre, ce n'est pas simplement l'écran, c'est l'écran, ce que va renvoyer l'écran à l'autre. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus. C'était très, très intéressant. On va vraiment faire passer la parole à la salle, parce qu'il y a sûrement des questions. Puis vous y répondrez. On va faire passer le micro. Oui, bonsoir, merci beaucoup, c'était très intéressant. 2 questions. Vous avez dit YouTube décide du nombre de vues. Je croyais naïvement que c'était le nombre de vues réelles. Donc ça pose la question du vrai, des manipulations éventuelles, sachant que l'objectif majeur dans tout ça, c'est quand même la rentabilité, plus un peu de pro bono, comme disent les Américains, donc un peu de bénévolat, disons. Donc est-ce qu'il y a un code éthique mondial qui existerait pour réguler ça? Et deuxième chose, d'observation de tout temps, on a souvent dit, mais ah là là, quelle société on se prépare pour l'avenir, c'est terrible, etc. Et les jeunes ne réagissent pas forcément exactement comme ça. Alors on a un jeune sur la tribune, mais je crois qu'il y a un panel d'étudiants, je sais pas, ce serait intéressant d'avoir l'avis des jeunes, quoi, je trouve. Ils trouvent ça peut-être très bien, et ils s'adaptent d'une manière différente. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Rieux, vous voulez répondre? Juste sur YouTube, en fait, c'est le modèle économique. C'est-à-dire que c'est les modèles des liens d'affiliation. Quand vous ne pouvez pas contrôler un lien d'affiliation, par exemple, vous dites à quelqu'un, OK, tu es payé à la commission en fonction de ce que tu vends. Si je ne suis pas capable de mettre un pixel électronique jusqu'au moment du panier, je suis obligé de m'en remettre à lui en disant, OK, j'en ai vendu pour combien? Il va me dire, t'en as vendu pour 100. En fait, j'en ai peut-être vendu pour 120.
Okay, donc malheureusement, ça c'est le modèle économique numérique existant. Maintenant, la blockchain, ce que je vous expliquais, c'est que la blockchain, elle va permettre de donner cette sécurité et cette transparence. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur de ça. C'est très très important. Les changements sont majeurs. Je vous redonne juste un exemple. Crypto-monnaie, 2021, 3 000 milliards de dollars. On pense aujourd'hui qu'on est très peu concerné par ça. Vous avez quand même des États aujourd'hui qui décident d'abandonner leur monnaie pour repasser au Bitcoin. Donc alors, certes, c'est peut-être un gadget, on peut avoir d'énormes polémiques, etc. sur l'économie, mais malheureusement, ça fait partie de notre monde et je pense qu'on y va là-dessus. Et moi, en un mot, mon propos n'était absolument pas de dire que c'est bien ou mal, parce que si je disais ça, d'abord, ce serait purement subjectif, ce serait une opinion, ça n'aurait pas grand intérêt à part moi-même, et ce serait pas, enfin voilà, ça n'engagerait que moi. Et deuxièmement, parce que je pense que tout le travail du roman, d'écrire un roman, c'est absolument pas de faire un roman à thèse, sinon on écrit un essai ou un article dans le journal, et on n'écrit pas un roman. Ce que je pense, en revanche, c'est que c'est une révolution, à supposer qu'elle fonctionne, hein, peut-être qu'elle marchera pas, mais à supposer qu'elle fonctionne, ce sera une révolution majeure qui bouleversera notre rapport au réel, qui va créer, et j'essaie de le montrer, qui va créer des émancipations. Regardez un seul exemple. Moi, j'ai un ami historien qui s'appelle Raphaël Dohan et qui est persuadé que dans le métavers, on pourra enseigner l'histoire antique. Vous savez, vous avez peut-être vu cette publicité à la télévision où on voit des gens dans le métavers, on voit qu'on est dans le forum romain et qu'on pourra apprendre, voir Cicéron parler, l'avatar de Cicéron parler. Et évidemment que pour un collégien, ce sera peut-être, il sera beaucoup plus excité à l'idée d'apprendre l'histoire de Rome en voyant ça dans le métavers, comme dans un jeu vidéo, qu'en lisant des manuels. C'est logique, je veux bien le croire. Et inversement, ça créera sans doute des nouvelles aliénations. Par exemple, c'est un pan parmi mille, mais puisque vous en parliez tout à l'heure, ça redessinera totalement le motif welbeckien de la misère sexuelle, par exemple. Des gens ça existe déjà un peu aux États-Unis, des gens qui renoncent à l'idée d'avoir des rapports charnels réels et qui ont des rapports, par exemple, totalement virtualisés avec des masques, avec des avatars, etc. C'est intéressant. Ensuite, à partir de là, dire que c'est bien ou mal, je pense que cette question, elle engage chacun, et moi je ne me permettrai absolument pas de trancher, et je pense que quelque part, c'est même pas le sujet. Par contre, c'est, me semble-t-il, si ça fonctionne, ça sera aussi important que la découverte des nouveaux continents sous la Renaissance, sous l'exploration spatiale au XXe siècle. Ce sera l'exploration d'un nouveau pan de l'être. Donc ce sera révolutionnaire. Merci Nathan. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Le monsieur devant. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai une question pour essayer de bien comprendre en fait vos différents propos. Parce que si je me mets peut-être dans le monde d'avant, la projection de chacun dans son imaginaire et même la création artistique qui permet quand même de mettre son imaginaire à la disposition d'autrui par le média qui est voilà, l'œuvre créée, je pense que ça a toujours existé. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui serait fondamentalement révolutionnaire. Donc la question que je pose, c'est qu'est-ce qui fait dans cette révolution technologique que pour vous, c'est d'un autre ordre? C'est-à-dire que ça peut devenir un phénomène révolutionnaire, enfin transformant, alors que la projection de chacun dans l'imaginaire, bon, on le sait depuis Freud, etc., mais voilà, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'humanité, de mon point de vue. Alors, technologiquement, de manière très très simple, c'est que la forme est totalement différente. Si aujourd'hui, par exemple, sur la réalité virtuelle, il y a encore des problèmes, il y a des gens qui se sentent mal, c'est-à-dire que le côté immersif, le sentiment d'être ailleurs est extrêmement profond et extrêmement bien restitué avec un casque. À tel point qu'aujourd'hui, ça permet de guérir des pathologies comme le vertige, la peur en avion, etc. Pourquoi? Parce que je peux vous assurer que quand vous êtes dedans, et on met des limites, il y a des limites aujourd'hui sur des expériences virtuelles. Vous êtes sur la scène, franchement, vous avez l'impression de tomber, vous êtes dans ce monde-là. Et donc finalement, c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que techniquement, on est arrivé à un niveau de forme qui est très, très, très performant. Et ce niveau de forme très performant fait que finalement, la projection personnelle, elle dépasse un petit peu le cadre de l'imagination. On est à une frontière d'un réel. Et c'est ça, je pense, et c'est ça aussi qui fait peur, parce qu'on se dit, non, attends, la vraie vie, c'est enlève ton casque. La vraie vie, elle est là, voilà, c'est la terre, le ciel, les oiseaux, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre question, si tant est que ça soit possible d'être d'accord avec une question. C'est-à-dire que si on prend la définition du métavers, construire un monde autre, qui ressemble vaguement au nôtre,
et qu'on va préférer au monde réel, cette définition, ça ressemble à la définition de la littérature, par exemple. C'est à peu près la même chose. Et donc, c'est pour ça, c'est-à-dire votre question est liée presque à la question précédente, c'est pour ça que moi, j'avais aucun jugement moral sur la chose, parce que l'ambition, elle est immense, 2, elle n'a rien, c'est pas une ambition nouvelle, et 3, et c'est là, d'ailleurs, c'est un paradoxe intéressant, on dit toujours que les écrans vont peut-être tuer les livres, vont peut-être remplacer les livres, que, vous savez, c'est les grands motifs sur la jeunesse qui lit moins de livres et qui regarde plus d'écrans. C'est peut-être vrai statistiquement. Et c'est peut-être possible, d'ailleurs, que la littérature soit menacée par l'émergence des écrans. Mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, les écrans et les livres, fondamentalement, c'est exactement la même ambition. Pour écrire mon roman, j'ai passé des heures à jouer à des jeux vidéo, et notamment, je ne suis pas en soi un amateur de ça, mais c'est un univers qui m'a intéressé beaucoup, notamment un jeu vidéo qui s'appelle GTA, et qui réplique, comme ça, virtuellement, des régions entières des États-Unis, et vous vous promenez dans Los Angeles, dans Miami, enfin, c'est hallucinant. Et vous avez l'impression d'être en effet, dans une œuvre d'art à part entière. Et je pense que ces gens-là sont des artistes, les gens de la Silicon Valley, des artistes au sens propre. Alors, quelle est la différence? S'il fallait en donner une, je pense que quand vous lisez un roman, vous n'avez pas quelque chose qui se substitue à la présence tangible des choses, à ce que Sartre appelait l'hostilité des choses. Les choses me résistent, elles sont là face à moi. Dans la conférence de presse qu'a donnée Zuckerberg sur ce métavers, il y a une phrase qui résume tout. Vous me pardonnez, j'ai un mauvais accent, mais il dit « Je veux reconstruire le feeling of presence ». Je vais construire ça virtuellement. Vous allez avoir l'impression, avec votre casque, de voir vraiment, vous serez incapable de distinguer le verre réel du faux verre. Un peu comme l'expérience de Descartes. On ne pourra plus savoir, théoriquement, si vous voulez, si on a peut-être un casque de virtuel depuis la naissance. Enfin, je caricature la chose. On sera dans le mirage absolu. Et ça, me semble-t-il, le roman ne le permet pas, le cinéma non plus, même le cinéma 3D, etc. Je trouve aussi que cette question est formidable parce c'est là où on est en difficulté tous. En fait, ce que vous dites, c'est vous parlez de l'imaginaire, d'une manière ou d'une autre, qu'on parle de littérature, de projection, de Freud. On parle de l'imaginaire. Mais là, pour moi, le sujet, c'est que ce n'est pas de l'imaginaire dont on parle. C'est que c'est le réel qui est passé de l'autre côté. Quand on parle de l'imaginaire, on est raccroché à un réel. Il y a un type qui écrit, il y a des pages, il y a des lecteurs. Là, on s'autonomise. Et je trouve très bien que vous ayez évoqué le développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est typique de toute cette société actuellement. C'est que cette société a pris l'habitude, a le désir très profond d'avoir toujours un objet pour calmer ses petites plaies. Mais pas pour changer sa vie. Non! Je viens de divorcer, j'ai un petit problème, je vais faire un peu de développement personnel pour mieux le vivre. J'arrête de fumer, mais il faudrait peut-être que je sois accompagné. Il faut qu'il y ait un objet, alors parfois c'est de la chimie, et parfois c'est du développement personnel, de l'hypnose, tout ce que vous voudrez. Je ne conteste pas qu'il faille être aidé, mais j'ai la sensation qu'on mélange beaucoup de plans aujourd'hui. Et moi je suis comme Nathan, il n'y a pas de point de vue moral non plus dans ce que je dis. J'indique simplement que la bascule qui me paraît en jeu là est d'une nature très spécifique par rapport à ce que je disais initialement, qui est que nous avons toujours fait ça, l'homme a toujours fait ça. Là, faire basculer le réel de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la technologie, encore une fois, c'est nettoyer les écuries d'Augias, mais les siens. C'est se dépoussiérer au prix de s'absenter. Alors moi, je ne porte pas de jugement, mais simplement, il faudra quand même bien réfléchir à ce que c'est un réel qui n'est plus raccroché. Merci beaucoup. Une dernière question à la salle, madame devant. Merci. À vous écouter, je me suis posé la question si ce n'est pas finalement une question philosophique avant tout, c'est-à-dire le refus du tragique, le refus de notre finitude qui a toujours interrogé l'homme. Et quand vous dites « je ne porte pas de jugement », vous le dites tous, c'est parce qu'il est normal aujourd'hui de ne pas poser de jugement moral. Sinon, on est doctrinaire, on est moralisateur, on est ringard, on est ce qu'on veut. Mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de ce qu'on est quand on refuse le tragique? Est-ce que ce métavers n'est pas notre nouvelle transcendance? La vaste question. Oui, franchement, je trouve super. Quand j'ai commencé en disant d'une certaine manière, c'est ce qu'on a toujours fait pour lutter contre le doute,
Vous le dites beaucoup mieux que moi, heureusement, et de manière beaucoup plus philosophique, mais c'est exactement ça, oui, ce qui est en jeu. Mais écoutez, on va rester sur cette question métaphysique. Merci à tous les trois pour cette table ronde passionnante sur ces questions dont on n'a pas fini de parler.